Troisième partie de Regard croisé. Ce soir, nous parlons toujours du Niger. Le pays a subi une attaque terroriste. Une trentaine de soldats ont été tués. Gabin, les chiffres ne sont pas les mêmes selon les sources. On parle de 30, de 60, 29, 28. Ah oui, bon, quoi qu'il en soit, il y a mort d'homme. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, hein. Le 28 septembre dernier, je pense qu'il y avait eu 12 soldats qui avaient été tués dans la zone de Kandadi, zone ouest, hein, du Niger. Ça prouve à suffisance que les djihadistes reviennent de plus belle et il faut se réorganiser pour pouvoir les contrer. Parce que là, c'est là même la lutte, hein, du CNSP. Je ne sais pas les mesures qui ont été prises la dernière fois, surtout qu'il y a eu un contrat entre si on peut le dire ainsi, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se promettant d'assistance mutuelle. Je ne sais pas comment est-ce que ce sera réparti, mais il va falloir qu'ils s'organisent le plus tôt possible pour pouvoir s'entraider, parce que là, on sait très bien qu'après le départ des bases militaires françaises, les coups d'État militaires, ça s'accumule, hein, pendant un certain moment avant que ça ne s'amenuise. Donc je pense que les Nigériens doivent se préparer, hein, au pire, même si ce n'est pas un souhait. Celui qui se prépare à la guerre, c'est lui qui se défend le mieux. Donc, ils doivent se préparer pour pouvoir attaquer, ne pas attendre, hein, que ces messieurs véreux-là viennent vers eux pour pouvoir les toucher leurs militaires, mais se préparer pour attaquer surtout. Je le dis souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut discuter avec les terroristes, mais je pense qu'il n'y a pas de discussion à faire avec un tueur, avec quelqu'un qui... C'est votre Oui, point de c'est vue. mon avis. Quelqu'un qui vient tuer ton enfant, je ne pense pas que tu vas t'asseoir autour d'une table pour pouvoir discuter avec lui. Il faut tout simplement chercher à le mater, et c'est la voie qu'il faut aujourd'hui. Parce que vous savez, quand je prends ces terroristes ou bien ces djihadistes-là, je ne connais pas réellement leurs revendications. Je cherche depuis fort longtemps, mais je ne connais pas leurs réelles revendications. Quel que soit le pays, Oui, qu'ils attaquent. si on veut me parler de djihadisme, par exemple, le Niger, c'est un pays qui a 98% musulmans. Donc la question religieuse, on peut ne devrait pas se poser. ne devrait pas se poser, c'est battu en brèche. Ils ne posent pas de revendications financières. Tout leur souci, c'est la déstabilisation du pays. Et dans le compte de qui? Il faut se poser la question. Merci. Si un Africain se lève pour déstabiliser un pays africain, il faut se poser la question, parce que ces gens-là, ce sont des Africains, ils habitent dans le Sahara et tout. Ils ne sont pas venus de l'Europe, des États-Unis ou de l'Asie pour pouvoir venir déstabiliser les pays africains. Ce sont des Africains avec le sang africain qui déstabilisent ces pays-là. Et la plupart du temps, ce sont même des habitants, bien des citoyens de ces pays. Donc il faut réellement se poser la question de savoir les réelles motivations de ces personnes-là et pour qui ces personnes-là roulent. Vous Donc, parlez pour moi, des terroristes. des terroristes. Donc pour moi aujourd'hui, c'est vrai que les Nigériens, bon, ces soldats-là, ils sont morts, paix à leurs âmes, même si, hein, dans ce genre de cas, peut-on parler de paix à son âme si tu meurs, on dit couchez-nous, si tu meurs comme ça. Donc pour moi, c'est très important que Ils sont le morts Niger au se... front, ils sont morts armes à la main. Armes à la main, c'est leur mission en fait, Ouais. défendre la patrie ou la mort, on va vaincre. Donc je pense que ça doit être l'idéologie aujourd'hui de tous les Nigériens. La lutte ne doit pas être que pour les militaires, mais aussi pour tous les Nigériens, parce que je pense que tout le monde doit participer d'une manière ou d'une autre À la lutte sécuriser contre le pays. Voilà, c'est très Germain, important. une trentaine de morts selon Niamey. Il s'agit du plus lourd bilan depuis l'arrivée au pouvoir des militaires le 26 juillet, notamment par ceux qui ont fait le coup d'État, notamment par la dégradation de la situation sécuritaire. Est-ce qu'il est tôt pour parler aujourd'hui d'un échec? Oui, il n'est pas tôt, mais c'est un échec. Vous savez, au Burkina, il y a eu une cinquantaine de morts et ça a précipité la chute de Kaboré. Donc on l'a dégagé parce qu'il y avait une cinquantaine de militaires, de gendarmes tués. Aujourd'hui, les militaires qui sont là, on a tué plus que ça. Quand on fait le point depuis un mois, c'est plus que 50 au Niger. Donc, si c'est ça qui a expliqué le coup d'État, c'est un échec. Il faut avoir le courage de le dire. Mais après, je ne suis pas d'accord avec Gabin quand il dit qu'il ne faut pas négocier avec les djihadistes, parce que nous menons une guerre qui nous a été imposée.
Nous pensons que les Occidentaux sont derrière les djihadistes et nous nous appuyons sur les mêmes Occidentaux pour combattre les mêmes djihadistes. Ça veut dire qu'ils arment nos frères contre nous et ils nous arment contre nos frères. Pour moi, c'est une perte de temps. Parce que la plupart des pays africains où se posent ces actes, ces attaques djihadistes n'ont pas d'industrie d'armement. Mais oui, c'est oui. pour cette raison que vous Mais c'est clair, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui nous arment les uns contre les autres. Et nos États achètent des armes. Aujourd'hui, tous les budgets ont augmenté dans le pays pour s'armer. Et les djihadistes, ils n'ont pas de budget, ils trouvent leurs armes. Donc, c'est les mêmes personnes qui fournissent les armes à nos frères pour nous attaquer. Et nous, on veut combattre nos frères jusqu'à la fin. Je pense qu'on se trompe carrément parce que c'est mieux de négocier dès maintenant. Parce que quand vous prenez les choses, tous les gouvernants aujourd'hui ont des contacts avec ces djihadistes. On a libéré plusieurs prisonniers. Si vous n'êtes pas en contact avec les djihadistes, comment vous pouvez faire libérer des prisonniers? La dernière fois, Bazoum, avant qu'il ne soit démis, avait négocié qu'on libère quelques Européens, on avait applaudi. Ça veut dire qu'il y a des discussions entre le pouvoir et les djihadistes. Mais pourquoi ne pas les exploiter? Aujourd'hui, nos militaires, ils se font tuer par qui? Par nos propres frères. Mais on dit que c'est le blanc qui nous arme. Et si les Occidentaux ont intérêt à nous armer parce qu'ils vendent des armes, ils nous les vendent, ils se font de l'argent. Et nous, on croit que même les Russes ne sont pas une solution. Les Russes ne nous aident pas du tout. On dit qu'il y a eu une trentaine de morts. Les Russes pouvaient aider à ça. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ce n'est pas leur problème de régler nos problèmes. S'ils le font, ils vont perdre les avantages. Aujourd'hui, ils vendent des armes. Ils exploitent les gisements en Afrique et tout ça. Donc, ils gagnent. Et nous, on gagne quoi dans ça? On nous oppose contre nos frères. On nous pousse à faire une guerre en espérant la gagner. Je ne crois même pas qu'on va gagner cette guerre parce que... C'est une guerre imposée? Oui, on ne voit pas l'ennemi. Et après, ces mêmes blancs-là vont nous obliger à signer des accords de paix. Alors, Ibrahim, est-ce que vous pensez... À mon avis, il faut peut-être que les Africains réfléchissent autrement à cette crise-là. Peut-être chercher à voir pourquoi nos frères ont été embarqués dans cette aventure. Est-ce qu'on peut les ramener à la raison? Et puis, on avance. Après, c'est très compliqué, c'est douloureux. Quand on apprend aujourd'hui, quand on donne des chiffres, ça ne nous dit plus rien. C'est comme si c'était des chiffres. Or, derrière ces chiffres-là, c'est des morts, c'est des familles qui sont en deuil et en souffrance. Et il faut qu'on pense à vraiment limiter cette souffrance-là pour la Ibrahim, est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité de mieux s'armer contre les terroristes au Niger? Vous savez, quand on parle d'une armée, c'est avant tout la logistique. Il faut avoir l'arsenal de guerre qu'il faut. Et c'est ça qui détermine vraiment une armée redoutable et avoir aussi l'expertise. C'est-à-dire qu'il faut avoir des éléments qui sont capables de combattre, qui disposent d'une certaine stratégie et d'une finesse en matière de contre-attaque de l'ennemi. Mais sans ces éléments-là, ce n'est plus une armée, ça devient vraiment, je sais comment qualifier cela. Donc au niveau du Niger, il y a nécessité en tout cas, de moderniser ce qu'on a comme arsenal militaire, parce que quand vous prenez un peu ce que les terroristes brandissent, c'est de l'armement de dernière génération. Vous ne pouvez pas aller avec des fusils d'assaut ou bien des fusils de chasse pour aller combattre des gens qui ont des calages, qui ont même des missiles sol-sol ou bien sol-air, comme on le dit. Donc il faudrait vraiment s'adapter à la puissance de feu aussi de l'ennemi. Donc l'armée nigérienne doit s'armer, et ça c'est très important, et voir éventuellement comment aussi nouer des partenariats, parce que la guerre... Des partenariats avec qui? Avec les terroristes? Non, mais avec des puissances qui sont avancées en matière de technologie, en matière de surveillance, de détection et en matière de renseignement, parce que la guerre, avant tout, c'est le renseignement. Il faut savoir le positionnement des ennemis, il faut savoir la source d'approvisionnement de l'ennemi, il faut voir aussi la cartographie des poches de résistance pour pouvoir contrer ces ennemis. Quand vous n'avez pas des renseignements précieux, mais vous ne pouvez rien faire sur le terrain. Donc il faut disposer de ces renseignements, et les renseignements supposent
avoir la technologie, parce que c'est avec le matériel sophistiqué de pointe, de surveillance et tout ça, les satellites, et certains même utilisent même les radars. Et quand on parle aussi du renseignement humain, c'est que il faut mettre la population en confiance. Il faut tout faire pour avoir une certaine symbiose avec la population. Quand vous menez une guerre et que la population n'est pas d'accord avec vous, il va de soi qu'on vous induise en erreur, il va de soi qu'il y ait de complicité interne, il va de soi que la population même couvre l'ennemi. Parce que vous êtes impopulaire, vous n'avez pas, à proprement parler, une certaine sympathie envers la population, et la population ne vous estime pas. On va vous induire en l'erreur parce que leur souhait, c'est de se débarrasser de vous. Donc voilà des éléments, des leviers sur lesquels Tiami doit véritablement s'appuyer s'il veut, comme on le dit, redonner au Niger sa souveraineté et bouter hors du Niger les ennemis. Aujourd'hui, on se rend compte que le Niger, avec les militaires, ils ont du pain sur la planche. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays a les moyens pour toutes ces technologies dont vous parlez Oui, mais ils ont des partenariats avec certains pays. Si ils estiment qu'avec la France, ce n'est pas à proprement parler, en tout cas, comme on le dit, la situation n'est pas assez huilée. Donc, il y a d'autres pays, il y a les États-Unis qui sont sur place là-bas, qui ont des bases aussi là-bas, qui font aussi la surveillance en matière de terrorisme. Ils peuvent aussi avoir des informations, l'appui des États-Unis. Mais je pense qu'il ne faut pas commettre l'erreur de rompre totalement avec la France, parce que tout le dispositif, tout l'appareil sécuritaire du Niger repose sur la technologie française. Parce que les formations, c'est ça, ça fait partie des clauses secrètes en matière de coopération militaire avec la France, qui est la métropole, qui est, disons, le pays colonisateur du Niger. Donc, après les indépendances, il y a des clauses qui ont été établies, la formation des militaires, l'équipement des militaires et tout ça, c'est toujours avec la France. Donc, il ne faut pas rompre avec la France, il faut plutôt chercher à améliorer, à voir éventuellement ce que l'on peut faire avec la France et pouvoir bénéficier véritablement de son soutien. Mais quand on rompt directement avec la France, et surtout qu'on a des soupçons d'une certaine connivence entre la France et les terroristes, vous comprenez, Ibrahim, le rapport de force peut balancer et ça sera préjudiciable. Est-ce qu'il faut combattre les terroristes ou les convaincre à renoncer aux attentats au Niger? Dans la lutte contre le terrorisme, le tout militaire ne marche pas. Je suis d'accord avec mon aîné Germain qui le disait, qu'il faut aussi chercher d'autres approches, notamment établir des passerelles avec les djihadistes, voire éventuellement ce qui pose le véritable problème. La pomme de discorde, c'est quoi? Ça porte sur des questions territoriales, ça porte sur des questions sécuritaires, ou bien c'est sur des questions politiques, ou bien c'est sur des questions sociales. Quand on arrive à cerner tout cela, on peut mettre en place des mécanismes pour que les choses marchent éventuellement. Parce que je ne veux pas... il y a le problème qui s'est posé au niveau du nord du Niger. Les Touaregs estimaient que le pouvoir central de Bamako les sous-estimait. Autant pour moi, au Mali. Les Touaregs ont estimé que le pouvoir central de Bamako les sous-estimait, ne les impliquait pas dans les mécanismes en ce qui concerne. Donc il y a eu des frustrations là-bas. Et voilà, pour évacuer ces frustrations, les gens ont pris les armes contre le pouvoir central. Et sans oublier que les bandes disons, armées, surtout ceux que nous appelons, ceux qui s'investissent dans le crime organisé, ils aiment souvent les endroits où il y a des endroits arides, où il y a des problèmes, bien évidemment. Ils viennent, ils exploitent, ils créent le chaos pour pouvoir faire avancer leur trafic de tout genre. Parce que mon frère Gabin disait, il ne comprend pas leur motivation. Leur motivation, en partie aussi, c'est de créer une zone de non-droit pour pouvoir faire proliférer tous les trafics de tout genre. Parce que quand vous voyez, selon les attaques qui ont été menées au niveau du Burkina et au niveau du Mali, lorsqu'on a arrivé à débusquer les terroristes, à les chasser de leur camp, ce qu'on a trouvé, c'est de la drogue. C'est le trafic des médicaments, c'est le trafic de beaucoup de choses, les substances psychotropes. Donc ça voudrait dire qu'ils ont créé le chaos, une zone de non-droit où la police et la gendarmerie ne peuvent pas sévir, et ils font passer maintenant ils font leurs activités. Voilà. Un autre, tout à fait. Ainsi de suite. Voilà. En juin 2022, le président Mohamed Bazoum a renouvelé sa main tendue aux repentis lors d'un déplacement dans la
la zone des 3 frontières. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que les nouveaux maîtres de Niamey en fassent de même? Oui, moi je pense que tout finira par le dialogue. Donc si on peut le démarrer tôt, ça va être une bonne chose. Parce qu'on va perdre beaucoup d'argent, on va perdre beaucoup d'énergie, on va perdre des vies humaines de part et d'autre. Et quand tout le monde sera fatigué, on va nous dire allez au dialogue. Peut-être qu'un camp va gagner. Si on était sûr que les armées telles qu'elles s'organisent vont remporter la victoire dans 6 mois ou 1 an, on peut dire allez-y. Ce n'est pas loin, la victoire est proche. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que la victoire est si proche. Les armées font leur boulot, mais même comme dans les grandes guerres, les gens se battent après et finissent par s'asseoir. On l'a vu dans l'histoire, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et donc il faut qu'il y ait toujours ces passerelles-là, parce qu'il y a des victimes qui sont les populations. Vous voyez, des gens sont obligés de fuir leur village, les gens on vient emporter les troupeaux, on vient emporter des jeunes filles et tout ça. Il faut penser à toutes ces populations-là et de part et d'autre. Même dans la guerre, c'est comme on dit, il y a le droit de la guerre. Ceux qui font la guerre, on les oblige à s'entendre sur une façon de faire la guerre. On le voit même au Soudan quand on arrive à négocier. Ce n'est pas le cas avec les terroristes. Voilà. Donc, avec les terroristes, c'est vrai qu'ils n'ont pas de visage. Mais on connaît leur chef. On connaît, ils prennent des otages qui font des années, qu'on finit par libérer. C'est qu'il y a toujours eu des négociations, des liaisons entre eux, il y a toujours eu des passerelles qu'à mon avis, il faut plus exploiter aujourd'hui. Même si ce n'est pas officiel, il faut les faire parce que l'Afrique a besoin de paix pour se développer. Imaginez tout cet argent qu'on met maintenant dans les armes, alors qu'on veut s'industrialiser. On devrait investir tout cet argent-là pour transformer nos matières premières et être de plus en plus indépendants. Aujourd'hui, on nous emmène à faire la guerre, à augmenter les dépenses militaires, à oublier toutes les autres priorités. Et aujourd'hui, la santé, le social, voilà, l'éducation. donc je pense qu'il faut vraiment évoluer parce que ce n'est pas des étrangers qui viennent nous attaquer. Ce sont les enfants du pays qui se sont armés contre leurs frères et qu'on combat aujourd'hui. C'est vrai, c'est des délinquants, c'est des criminels, tout ce qu'on veut. Mais je pense que par moment, là, il faut trouver une telle formule. On espère que de bonnes volontés vont se mettre entre ces deux parties-là et que ces passerelles-là seront de plus en plus exploitées pour avoir plus de trêves. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas voyager. Regardez les commerçants qui quittent ici pour aller là. Parfois, ils sont attaqués, on les abat, on emporte le truc. L'Afrique peut faire économie de cela. Il faut se battre, c'est vrai, mais il faut... Et savoir contre quoi ou contre qui on se bat, voilà. Et comment faire ce combat. Gabin, un Niger sûr avec le CNSP, est-il possible aujourd'hui? C'est possible. Tout est possible. Moi, vous savez, discuter avec des terroristes, ce n'est pas trop mon truc. Sincèrement, je le dis tout de go. Blaise l'a fait pendant très longtemps au Burkina Faso. Il a laissé tellement de fonds entre les mains de ces terroristes-là qui aujourd'hui se sont retournés encore contre les mêmes fils du pays. Blaise Compaoré. Il avait fait la même chose. Il avait longtemps discuté avec les terroristes, mais j'ai l'impression que ce sont des maîtres chanteurs, les terroristes. À chaque moment qu'ils ont besoin de sous, ils viennent vers Blaise, ils prennent de l'argent et ils repartent. Et ils posent quelques actes et ils font encore 2-3 attentats, ils viennent encore, ils prennent de l'argent et ils repartent encore. Ce sont des gens, c'est une situation qui leur profite. Parce qu'ils se disent, bon, si on n'a plus ça, on va faire comment? Et ils ont un chef. C'est vrai, Germain vient de dire, ils n'ont pas de visage, mais ils ont un chef. Et leur chef a un chef. Ce sont ceux-là qui les manipulent. Si toi-même tu n'es pas libre de tes mouvements, si tu ne peux pas poser un certain nombre d'actes, et que même si tu dois aller à une discussion, il faudrait que ton chef te dicte ce que tu dois aller faire, je ne pense pas qu'on peut discuter avec une telle personne, quelqu'un qui n'a pas toute la pointe de pouvoir mener une discussion. Le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à localiser ces gens-là. Parce que vous savez, ces gens-là... Et de les mettre hors d'état de nuire. Parce que ce sont des gens qui sont véritablement armés. Vous pensez que les Français qui étaient sur le territoire, la base militaire française, ils ont toute la logistique qu'il faut pour pouvoir débusquer ces gens-là. Mais ils ne l'ont pas fait parce que ça rentre dans leur intérêt. Ça, c'est un autre débat. Nous sommes malheureusement à la fin. Ce que Gabin dit, les Russes aussi peuvent les localiser, mais ils ne le feront jamais.
Ils ont des satellites, hein. Ils pourraient aider nos armées à finir avec ces gens-là. Mais s'ils le Les font, Blancs sont eux là aussi ne pour vont pas eux-mêmes, gagner. pas pour nous. Donc, Vous êtes tous Voilà. d'accord sur un point, c'est une question d'intérêt. Voilà. Nous marquons la pause pour parler après du Togo. À très bientôt.